Un renversement chiffré secoue le nord du Burkina Faso, soudain aujourd'hui encore. Là où la peur avait vidé les routes, des villages voient les puits redevenir fréquentés, les marchés retrouver un bourdonnement, et des élèves revenir de façon continue, sans annonce spectaculaire ni triomphalisme. Que signifie cette inversion concrètement pour ceux qui mesurent le risque à chaque trajet et qui regardent Ibrahim Traoré comme une rupture possible? Si ces gestes ordinaires se répètent demain, ils deviennent des indicateurs silencieux. La peur recule ou elle change simplement de forme, à nouveau. Ici, la promesse reste volontairement sobre. Il ne s'agit ni de célébrer une victoire, ni de proclamer une normalisation définitive. L'enjeu est plus précis. Comprendre comment des améliorations locales, parfois presque invisibles, peuvent modifier un équilibre national longtemps dominé par la peur et la fuite. Le bénéfice pour le lecteur est clair et immédiat. Disposer de repères concrets pour distinguer un simple répit d'un changement de trajectoire durable. Dans le nord du Burkina Faso, chaque marché rouvert, chaque école fonctionnelle et chaque puits accessible agit comme un test répété. Si ces micro-avancées tiennent dans le temps, elles cessent d'être anecdotiques. Elles deviennent des signaux cumulés qui redessinent les comportements collectifs. C'est à cette échelle, plus qu'à celle des discours, que la séquence associée à Ibrahim Traoré peut être évaluée. Le risque, lui, reste entier. Une rupture de continuité suffit à inverser la dynamique. Toute la question est donc la suivante. Ces routines fragiles peuvent-elles survivre au prochain choc majeur ? Plus d'1 million de personnes déplacées commencent à revenir dans le nord du Burkina Faso, inversant une dynamique longtemps jugée irréversible. Ce seuil critique indique qu'un territoire vidé retrouve une densité humaine suffisante pour recréer des routines viables, au-delà d'un simple répit statistique. Cette inversion ne surgit pas d'un événement isolé, elle résulte d'une séquence méthodique où des signaux discrets s'additionnent jusqu'à modifier les comportements. Les puits sont fréquentés sans escorte permanente. Les marchés rouvrent à intervalles réguliers. Les écoles accueillent à nouveau des élèves de manière continue, parfois dans des conditions précaires. Pris séparément, ces indices paraissent modestes. Ensemble, ils tracent une trajectoire qui se redresse, observable dans la répétition des gestes ordinaires. Et le contexte est celui d'un effondrement sécuritaire antérieur qui avait fragmenté les villages, coupé les routes et figé les échanges. La peur avait redessiné la carte humaine par l'exode. Dans cet environnement, toute amélioration devait dépasser le stade du symbole pour devenir crédible. La clé réside donc moins dans l'annonce que dans la continuité. Les familles évaluent le risque non sur des promesses, mais sur ce qu'elles voient se reproduire jour après jour. C'est dans ce cadre qu'intervient Ibrahim Traoré, non comme figure héroïque, mais comme point de convergence d'une architecture qui privilégie la durée. Sa ligne directrice se lie dans la persistance des actes plutôt que dans la visibilité des intentions. Lorsque les patrouilles restent, les habitudes reviennent. Lorsque les habitudes reviennent, la peur recule par couches successives. Alors, la question centrale se précise. Si cette inversion est possible ici, que dit-elle de la trajectoire nationale dans son ensemble ? À Boulé-Doumoun, le premier signe du changement n'a pas été une annonce officielle, mais un étal rouvert à l'aube. Une femme âgée explique qu'elle a recommencé à vendre du mil dès que les patrouilles mixtes sont restées plusieurs semaines sans interruption. L'enjeu, pour elle, n'était pas d'augmenter ses revenus, mais de pouvoir rester sur la place du marché sans surveiller l'horizon à chaque minute. Ce simple geste a attiré d'autres vendeurs, puis des acheteurs réguliers, recréant un rythme que le village avait perdu depuis longtemps. Dans un village voisin, un professeur décrit une transformation tout aussi discrète. Ses élèves, ou dispersés pendant les années de fuite, reviennent progressivement dès qu'un poste mobile demeure ouvert plus de 2 semaines consécutives. L'école devient alors un repère stable, même sans bâtiment complet. Ce ne sont pas les murs qui rassurent les familles, mais la continuité des horaires et la prévisibilité des trajets quotidiens. Ces 2 micro-cas révèlent une logique commune. La stabilisation ne commence pas par des projets visibles à grande échelle, mais par la possibilité retrouvée de répéter des gestes ordinaires sans interruption. Vendre, enseigner,
aller chercher de l'eau cessent d'être des actes à risque pour redevenir des routines. Cette transition modifie la perception collective du territoire plus sûrement qu'un discours. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré se lie moins dans des symboles que dans ses effets précoces. La présence durable ne crée pas un nouvel ordre. Elle permet aux habitants de tester, jour après jour, si la normalité tient réellement. Et très simplement, quand la routine revient, la stabilité commence vraiment. Avant 2022, le nord du Burkina Faso suivait une logique de délitement continu. Les routes étaient pas découpées par intermittence, les marchés fermés au moindre signal d'alerte et les écoles se vidaient parfois en quelques heures. Chaque incident déclenchait une fuite préventive, vidant les villages de leur substance sociale. Cette spirale avait installé une certitude partagée, rester était plus risqué que partir. Toute tentative de stabilisation échouait faute de continuité, car les interventions se retirant avant que des habitudes puissent se reformer. Le déclenchement de la séquence actuelle intervient lorsque cette logique atteint un seuil critique. Des zones entières deviennent impraticables, et l'exode massif transforme l'insécurité en norme durable. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré affirme que la survie collective ne peut plus dépendre d'opérations ponctuelles, ni d'un tempo dicté de l'extérieur. La doctrine implicite devient simple. Dégager l'espace, puis le tenir. Sans cette deuxième étape, aucun retour durable n'est envisageable, quels que soient les succès initiaux. La phase de pic correspond à l'ouverture des corridors essentiels. Des unités d'intervention rapide sont déployées avec un mandat précis, neutraliser les menaces immédiates et rétablir une circulation minimale. L'objectif n'est pas de conquérir durablement, mais de débloquer des flux vitaux. Une route praticable permet aux cultivateurs de rejoindre leurs champs. Un axe sécurisé rend possible l'acheminement de biens essentiels. Ces opérations créent un espace de respiration, encore fragile, où le retour reste prudent et conditionnel. Le basculement décisif se produit lorsque la phase civile prend le relais sans rupture. Les patrouilles ne repartent pas immédiatement après les opérations. Elles s'installent. Des unités mobiles demeurent sur place, arbitrent les conflits mineurs et accompagnent la réouverture progressive des services essentiels. Cette présence continue transforme une zone dégagée en zone habitable. Les habitants observent, testent, puis ajustent leur comportement en fonction de signaux répétés. La rémanence constitue la phase la plus déterminante. Une fois les routines installées, elles produisent leur propre inertie. Un marché animé attire d'autres vendeurs. Une école ouverte encourage le retour d'autres familles. Chaque répétition renforce la précédente et réduit la perception du risque. Dans cette trajectoire, l'action associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur reliant le déclenchement, le pic et la rémanence par une même exigence de continuité. Le changement ne tient pas à un moment spectaculaire, mais à la capacité de maintenir des gestes simples dans le temps. Et c'est précisément cette durée qui transforme un événement sécuritaire en trajectoire durable. Au point bas de la crise, plus de 2 millions de personnes fuient les zones rurales du Burkina Faso. Villages vidés, écoles fermées, haras marchés à l'arrêt. Ce chiffre constitue le niveau de référence de l'effondrement social. Lorsque des millions de personnes quittent un territoire, la vie collective cesse de fonctionner. Les services bien publics se désagrègent, les routes perdent leur utilité économique et la peur devient la norme organisatrice des décisions quotidiennes. Toute lecture de l'amélioration actuelle doit partir de ce point bas sans l'atténuer ni le relativiser. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes déplacées sont revenues dans le nord du pays. L'écart est décisif. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement marginal, mais d'un changement mesurable de comportement collectif. Ces retours ne sont ni spontanés ni symboliques. Ils traduisent une réévaluation quotidienne du risque par des milliers de familles. Revenir suppose d'estimer que l'accès à l'eau, au marché et aux écoles est suffisamment prévisible pour justifier l'abandon d'un refuge, même précaire. Un troisième indicateur structure cette évolution. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour ouvrir et tenir des corridors essentiels. Ce chiffre marque un changement d'échelle opérationnelle. Il ne renvoie pas seulement à une augmentation de la force, mais à une organisation conçue pour durer. Chaque bataillon sécurise un périmètre précis afin de rétablir des flux minimaux.
Une route praticable permet l'approvisionnement régulier des marchés, un axe sécurisé rend possible le retour des enseignants et des agents civils. La force initiale crée l'espace, la continuité en assure l'usage. Ces trois repères doivent être interprétés avec prudence. Le retour d'1 million de personnes ne signifie pas la disparition du danger. Il indique que, dans de nombreuses localités, la prévisibilité a franchi un seuil critique. Les familles évaluent des critères simples et observables. L'eau est-elle accessible sans escorte? Les écoles ouvrent-elles plusieurs semaines d'affilée? Les marchés fonctionnent-ils à date fixe? Lorsque ces conditions tiennent, le calcul change. La décision de revenir devient rationnelle, même si le risque n'est pas nul. L'articulation entre ces indicateurs éclaire la méthode impulsée sous Ibrahim Traoré. La sécurité n'est pas présentée comme un état final, mais comme une pratique cumulative. Les bataillons ouvrent les espaces, les unités civiles prolongent la présence, les retours de famille valident l'ensemble. Ce circuit fermé produit une inertie sociale qui renforce chaque maillon. Plus il y a de retours, plus les marchés se densifient. Plus les marchés fonctionnent, plus la présence civile est justifiée. Le système s'auto-alimente tant que la continuité n'est pas rompue. Ces données montrent aussi ce qu'elles ne garantissent pas. Elles n'assurent ni une stabilité uniforme, ni une trajectoire linéaire. Elles attestent d'une variation mesurable des comportements, condition nécessaire mais non suffisante à toute stabilisation durable. L'enjeu n'est donc pas d'additionner des succès ponctuels, mais de préserver l'écart observé dans le temps. La question devient opérationnelle. Qu'est-ce qui permettra à ces chiffres de rester vrais demain lorsque la pression se déplacera ailleurs? Deux interprétations solides coexistent aujourd'hui pour lire la trajectoire récente du Burkina Faso et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus rigoureuse avant d'être discutée. La première soutient que la stabilisation observée n'est qu'une militarisation progressive, rendue acceptable par quelques améliorations visibles. Selon cette lecture, l'augmentation des unités armées, la centralisation accrue du pouvoir et le report des échéances politiques constituent des signaux classiques d'une dérive sécuritaire durable. Les marchés rouverts et les retours de population seraient alors fragiles, entièrement dépendants d'une présence coercitive appelée à s'étendre plutôt qu'à se retirer. L'histoire du Sahel, marquée par des séquences similaires suivies de rechutes, nourrit cette prudence. La seconde lecture part du terrain et inverse la focale. Elle affirme que la stabilisation ne se mesure pas d'abord à la visibilité des forces, mais au comportement qu'elles rendront possible. Les retours massifs de familles, la reprise régulière des écoles et l'usage quotidien des puits sans escorte sont présentés comme des indicateurs plus fiables que les discours politiques. Dans cette approche, les habitants ne décrivent pas une domination accrue, mais la possibilité retrouvée de planifier leur journée sans anticiper une fuite immédiate. Ce changement de comportement serait incompatible avec une simple illusion sécuritaire. Le point de friction entre ces deux lectures réside dans la durée et la cohérence des gestes observables. Si la militarisation était la variable dominante, la stabilisation resterait statique, aurait dépendante d'un contrôle permanent sans densification sociale réelle. Or, les données de terrain montrent un mouvement inverse. Plus les retours augmentent, plus les activités économiques et sociales se multiplient, réduisant progressivement la dépendance à une surveillance constante. La présence sécuritaire agit alors comme un support transitoire, non comme un substitut durable à la vie ordinaire. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré peut être évaluée sans adhésion ni rejet préalable. Elle ne constitue ni une garantie automatique de succès, ni une preuve suffisante de dérive autoritaire. Elle représente une hypothèse opérationnelle précise, celle selon laquelle une sécurité continue peut enclencher une inertie sociale capable de se renforcer elle-même. Si cette inertie se maintient, la lecture pessimiste perd de sa force explicative. Si elle se brise, elle retrouve toute sa pertinence. Le critère de jugement devient alors simple et observable. La vie ordinaire progresse-t-elle sans supervision accrue? À ce stade, le basculement le plus décisif n'est plus militaire, mais comportemental. Dans plusieurs villages du Nord, les retours ont atteint une masse suffisante pour modifier le rythme même des journées. Les femmes ne se déplacent plus systématiquement en groupe vers les puits.
Les enseignants maintiennent des horaires réguliers, non par injonction, mais parce que les élèves sont présents. Les marchés fonctionnent selon des jours prévisibles, attirant vendeurs et acheteurs sans coordination formelle. Ce changement révèle une dynamique souvent négligée. La sécurité cesse d'être perçue comme une condition exceptionnelle et commence à être intégrée comme une donnée ordinaire. Lorsque cette perception s'installe, elle transforme les calculs individuels. Les familles n'attendent plus une garantie absolue. Elles testent la continuité. Chaque journée sans rupture renforce la décision de rester, puis d'investir à nouveau dans des routines simples mais structurantes. Dans cette phase, l'action associée à Ibrahim Traoré change de lecture. Elle ne se limite plus à l'ouverture de corridors ni au maintien des unités. Elle se mesure à la capacité des communautés à convertir cette présence en habitude durable. La stabilisation n'est plus imposée de l'extérieur. Elle est progressivement appropriée par ceux qui la vivent. Ce renversement silencieux déplace l'équilibre du conflit. Tant que la routine progresse, la trajectoire tient. Et c'est précisément cette normalité retrouvée, discrète et répétée qui devient le cœur du changement. Au niveau de l'État, la stabilisation progressive modifie d'abord la perception de la présence publique. Là où l'administration avait disparu, la continuité sécuritaire permet le retour de services élémentaires. Des routes principales rouvrent par segments, reconnectant des communes longtemps isolées. Les retours de population redessinent la carte humaine et rétablissent une forme de légitimité fonctionnelle. L'État n'est plus seulement invoqué, il devient visible dans la régularité des gestes qu'il rend possible. Dans ce cadre, l'architecture impulsée sous Ibrahim Traoré agit comme un cadre opératoire plus que comme un symbole politique qui est de mesurer à l'aune de la continuité plutôt que de l'annonce. Sur le plan économique, les effets sont immédiats mais graduels. La réouverture des marchés relance des circuits courts essentiels à la survie locale. Les étals de céréales, de légumes et de bétail attirent des acheteurs réguliers, tandis que transporteurs, artisans et mécaniciens reprennent une activité minimale mais prévisible. Cette reprise ne crée pas une prospérité soudaine, elle restaure une capacité de planification. Les ménages peuvent anticiper une semaine, parfois un mois, ce qui modifie profondément la logique de survie. La prévisibilité devient une ressource en soi, réduisant la dépendance à l'aide d'urgence et aux arbitrages de dernière minute. Dans la vie quotidienne, les conséquences sont encore plus tangibles. L'accès à l'eau sans escorte transforme la mobilité des femmes et libère du temps. Le retour à l'école, même dans des conditions précaires, restructure les journées des familles. Les enseignants deviennent des repères stables et les enfants réinvestissent des routines interrompues pendant des années. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'organiser chaque décision. Cette transformation du rapport au risque constitue le cœur de la stabilisation vécue. Les choix redeviennent comparables, non dictés par l'urgence permanente. À l'échelle régionale, l'évolution crée un contraste net. Les zones frontalières restent fragiles, mais l'intérieur du pays forme progressivement un espace tampon où la densité sociale rend les incursions plus coûteuses. Chaque village stabilisé devient un point d'ancrage qui limite la circulation des groupes armés. Cette dynamique n'exporte pas mécaniquement la stabilité, mais elle modifie les équilibres locaux et complique les stratégies d'évitement. Dans cette lecture, l'action associée à Ibrahim Traoré n'est pas une garantie universelle. Elle agit comme un catalyseur initial qui permet à la densité sociale de jouer son rôle. Ces 4 niveaux d'impact se renforcent mutuellement. La présence étatique facilite l'économie locale. L'économie soutient la vie quotidienne. La vie quotidienne densifie le territoire, et cette densité renforce la sécurité. La boucle fonctionne tant que la continuité est préservée. La question décisive n'est donc plus de savoir si la stabilisation existe, mais si ses conséquences concrètes peuvent penser se maintenir sans rupture lorsque la pression se déplacera ailleurs. 3 trajectoires d'or plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune dépendant moins d'annonces politiques que de la capacité des villages à maintenir les routines récemment reconquises. Les variables décisives sont connues et observables. Continuité sécuritaire, fonctionnement fiable des services essentiels et densité sociale suffisante
pour amortir les chocs sans provoquer de nouvelles fuites massives. Le premier scénario prolonge la dynamique actuelle sans accélération majeure. Les corridors sécurisés restent ouverts, les unités civiles demeurent dans les localités déjà stabilisées, et les retours de famille se poursuivent à un rythme modéré. Les marchés fonctionnent régulièrement, mais avec des volumes limités. Les écoles maintiennent des horaires continus, parfois fragiles. Les zones frontalières demeurent des points de tension, sans toutefois rompre l'équilibre intérieur. Dans cette hypothèse, la stabilisation progresse par paliers, avec des fluctuations locales, mais sans inversion globale de trajectoire. Le deuxième scénario, plus favorable, suppose une consolidation sans rupture des systèmes vitaux. Les puits restent opérationnels, les routes secondaires deviennent praticables plus longtemps, et les écoles gagnent en régularité. Les réseaux d'entraide et les coopératives locales absorbent une partie des tensions quotidiennes. Les échanges intervillages reprennent, densifiant les marchés et réduisant la dépendance à une présence sécuritaire visible. Cette inertie sociale positive rend les perturbations plus coûteuses et moins efficaces. La stabilité devient alors partiellement auto-entretenue, car la vie ordinaire produit ses propres mécanismes de protection. Le troisième scénario, plus fragile, envisage une perturbation ciblée, souvent venue des zones frontalières. Quelques incidents peuvent interrompre des services essentiels, provoquer des déplacements temporaires ou forcer des redéploiements civils. Les villages isolés, dont la stabilisation repose sur une présence continue, seraient les plus exposés. Toutefois, même dans ce cas, les communautés qui ont reconstitué des routines disposent d'une résilience nouvelle. Elles évaluent, s'adaptent et attendent plutôt que de fuir immédiatement comme auparavant. Quel que soit le chemin suivi, une recommandation de méthode s'impose. Il faut raisonner en conditions, non en certitude. Tant que l'eau reste accessible, que les trajets sont praticables et que l'école ouvre régulièrement, la trajectoire tient. Si l'une de ces conditions se rompt durablement, l'équilibre s'infléchit. La question opérationnelle devient alors simple. Quelles conditions doivent rester vraies chaque jour pour que la dynamique observée continue de tenir dans le temps? Pour l'observateur extérieur, les chiffres et les cartes peuvent paraître abstraits. Pourtant, les transformations décrites renvoient à une expérience universelle, le moment où une communauté cesse d'organiser sa vie autour de la peur. Ce basculement n'est pas spectaculaire. Il se lie dans la possibilité de prévoir demain, puis la semaine suivante. Pouvoir planifier, même modestement, Yémen change la manière d'habiter un territoire fragilisé et rend la stabilisation intelligible au-delà des discours. Pour l'analyste institutionnel, la trajectoire récente offre une clé de lecture opérationnelle. La stabilisation ne repose pas sur une décision unique, mais sur l'alignement de systèmes simples, sécurité continue, services essentiels fiables et participation locale. Lorsque ces éléments se renforcent mutuellement, l'État cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient une présence fonctionnelle, mesurée par la régularité des écoles, l'accès à l'eau et la tenue des marchés. C'est à cette aune que l'action associée à Ibrahim Traoré peut être évaluée, sans posture ni préjugés. Pour le lecteur sceptique, enfin, le terrain propose une invitation méthodologique. Observer les faits avant d'interpréter les intentions. Les habitants ne parlent ni de doctrine, ni d'idéologie. Ils évoquent des repères amphibéoaires concrets, routes praticables, puits accessibles, enseignants présents chaque matin. Ces indicateurs, parce qu'ils sont vérifiables et répétés, constituent une base plus solide que des récits préconçus. Ils permettent aussi de différencier un effet d'annonce d'une transformation vécue. À travers ces trois regards, une même exigence s'impose. La stabilisation devient compréhensible lorsqu'on la relie à des expériences ordinaires, répétées et observables. C'est dans cette traduction, du terrain vers le regard du public, que la trajectoire burkinabé prend tout son sens. Transformer une stabilisation naissante en cadre durable exige une méthode lisible, fondée sur des actions vérifiables, plutôt que sur des promesses générales. Et l'approche associée à Ibrahim Traoré peut se décrire comme une séquence pragmatique en 4 étapes, chacune conditionnée par des indicateurs simples et observables sur le terrain, sans dépendre d'annonces spectaculaires. D'abord, il s'agit de maintenir la présence civile après les opérations. Les unités mobiles ne se retirent pas immédiatement une fois la sécurisation initiale assurée. Elles demeurent
plusieurs semaines afin d'ancrer des routines. Le repère est concret, continuité des horaires scolaires et diminution des déplacements escortés vers les points d'eau. Tant que ces signaux tiennent, la confiance peut commencer à s'installer. Ensuite, il faut assurer la fiabilité des systèmes vitaux. Les puits doivent fonctionner sans interruption, les routes essentielles rester praticables et les marchés ouvrir à date fixe. Chaque rupture fragilise les gains accumulés. Le suivi repose sur des critères simples. Accès quotidien à l'eau sans incident signalé et tenue régulière des marchés hebdomadaires. Puis l'effort repose sur la cogestion communautaire. Anciens, enseignants, artisans et représentants locaux participent à l'arbitrage des conflits mineurs et à l'entretien des infrastructures. Cette implication réduit la dépendance à une supervision extérieure constante. L'indicateur clé est la baisse des zones désertées et l'augmentation progressive des retours familiaux dans les localités stabilisées. Enfin, l'objectif est de renforcer l'inertie sociale positive, coopérative, réseau d'entraide et micro-initiatives agricoles densifient le tissu local. Chaque famille revenue devient un point d'ancrage supplémentaire. Le repère est la stabilité des échanges intervillages et le maintien des activités économiques de base sur plusieurs cycles. Cette feuille de route n'élimine pas les chocs, elle fournit un cadre pour les absorber sans inversion brutale. La stabilisation durable n'est pas un état final, mais une pratique quotidienne mesurée par la constance des gestes ordinaires. La question décisive demeure, ces indicateurs resteront-ils vrais lorsque l'attention se déplacera ailleurs ? À Boulet-Dumouhoun, la femme qui avait rouvert son étal parle désormais du bruit du marché comme d'un repère quotidien. Non pas un symbole politique, mais une preuve sonore que la peur ne dicte plus chaque mouvement. Dans le village voisin, le professeur observe ses élèves s'installer chaque matin avec une régularité nouvelle. Les cahiers ouverts sur des tables usées valent, pour lui, plus qu'un discours officiel ou qu'une annonce solennelle venue de la capitale. Ces scènes modestes, répétées jour après jour, forment une continuité que peu imaginer possible si tôt. C'est dans cette trame vécue que l'action associée à Ibrahim Traoré prend une tonalité particulière. Elle n'apparaît ni comme un héroïsme solitaire, ni comme une rupture spectaculaire, mais comme l'impulsion qui permet à ces gestes ordinaires de tenir dans la durée. Les habitants ne parlent d'eau pas de stratégie nationale. Ils parlent d'eau accessible, d'écoles ouvertes, de trajets redevenus prévisibles. Lorsque ces fragments du quotidien se rassemblent, ils composent une stabilité lisible avant même d'être proclamés. Le fil conducteur de cette trajectoire reste simple. La reconstruction ne progresse pas par déclaration, mais par répétition. Chaque journée sans rupture renforce la suivante. La stabilité naît des gestes tenus. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne se résume ni à une victoire proclamée, ni à un échec annoncé. Il s'agit d'un processus discret, porté par des villages qui testent chaque jour la solidité de routine à peine retrouvée. Suivre cette trajectoire demande moins d'adhésion à un récit que d'attention aux faits. Les marchés ouvrent-ils encore à date fixe ? Les puits restent-ils accessibles sans escorte ? Les écoles maintiennent-elles leurs horaires malgré les tensions persistantes ? Pour celles et ceux qui observent de loin, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de regarder les bons indicateurs au bon moment. Les gestes ordinaires racontent souvent plus que les déclarations officielles. Ils permettent aussi de poser des questions plus justes, sans précipiter les jugements ni figer les interprétations. Dans cette lecture, l'action associée à Ibrahim Traoré n'est ni un point final, ni une promesse automatique. Elle s'évalue dans la durée, à travers la constance ou la rupture de ces signaux concrets. Peut-être que la vraie question à suivre n'est pas qui a raison, mais qu'est-ce qui tient encore demain ? À quel moment dira-t-on que la stabilisation est devenue une habitude partagée ou qu'elle commence à vaciller ? Et surtout, que peut-on apprendre de ces expériences locales pour comprendre comment des sociétés fragilisées tentent, pas à pas, de reprendre la maîtrise de leur quotidien ?